Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session dédiée au reporting ESG que nous avons appelé piloter ou subir. Choisissez les bons outils. Alors la première chose, quand on a préparé cette réunion, c'était le titre. J'ai dit quel titre on va choisir. Alors, évidemment, on a commencé par demander à ChatGPT de nous trouver un titre, mais il n'a pas bien réussi. Alors on a fait à l'ancienne avec des vrais gens et on a fait un brainstorming. Et donc il y a deux mots qui sont ressortis. Piloter, parce que c'est notre cœur de métier chez Reportwise. Donc on accompagne les groupes dans le pilotage de la performance. Et subir, parce que c'est un petit peu ce que remontaient nos clients quand ils ont travaillé sur le premier exercice de la CSRD. Voilà, c'était un peu difficile. Et donc subir, c'est supporter contre son gré une chose difficile, fâcheuse. Voilà. Et donc c'était un peu le cas, je pense, pour beaucoup. Donc, ce qu'on va essayer de faire au cours de cet atelier, c'est vous montrer comment un peu on peut maîtriser mieux son reporting ESG et justement moins le subir. Alors, je suis Ludovic Reynaud, je suis l'un des associés de Reportwise et je serai accompagné lors de cette présentation donc, par Stanislas Caudrelier-Benac, qui est directeur de notre practice Disclosure Management et ESG, par Shafia Amish, qui est manager dans l'équipe de consulting reporting ESG, et Vénitia Acou de Froberville, qui est consultante reporting ESG. Voilà, l'ordre du jour, donc on va commencer par une brève présentation de notre cabinet, Reportwise. Ensuite, on rappellera un peu le contexte du reporting ESG aujourd'hui. Et ensuite, on s'intéressera aux différentes typologies d'outils ESG qui sont proposés. On fera une revue. Et on terminera par une session de questions-réponses. Donc les questions-réponses, elles seront à la fin, parce que sinon on n'arrivera pas à tenir notre calendrier. Donc notez-les dans un coin de votre tête ou sur votre portable pour pouvoir les poser à la fin. Alors, présentation de Reportwise. Reportwise by Avalé. Donc, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance. À l'origine, notre activité était vraiment centrée sur le pilotage de la performance financière, donc avec des sujets comme le management reporting, la consolidation statutaire, la planification et l'analyse financière. Et depuis quelques années, nous avons élargi notre activité vers le reporting ESG en suivant une tendance de fond qui est qu'on demande aux groupes de plus en plus de communiquer à la fois sur leur performance financière et leur performance ESG. Donc les deux types de reporting se rejoignent. Donc le cœur de notre métier, c'est de mettre en place des solutions de reporting. Et pour cela, nous nous appuyons donc sur une équipe composée de consultants avec une double expertise métier et outils, systèmes d'information, et des profils donc diversifiés, assez expérimentés, qui peuvent accompagner les groupes sur leurs projets. Nous établissons une relation de confiance dans la durée avec nos clients. Nous avons environ 200 clients en France et nous travaillons avec les 2/3 des groupes du CAC 40. Nous sommes partenaires des éditeurs de référence, donc du domaine de pilotage de la performance, qu'on détaillera un petit peu plus tard dans la présentation. Depuis maintenant un peu plus d'un an, nous faisons aussi partie d'un groupe plus important, le groupe Avalé, donc qui est un groupe italien basé à Milan, donc qui est présent en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, et qui comprend environ 3500 consultants, et donc qui est un groupe spécialisé sur la transformation numérique des entreprises, donc plus largement que le domaine EPM, et un groupe donc, qui promeut en fait un modèle plus responsable et plus durable pour les entreprises grâce aux innovations technologiques.
Voilà pour une présentation rapide et je vais laisser Shafia nous présenter le contexte actuel du reporting ESG. Merci Ludovic pour cette introduction. Juste avant de rentrer justement dans le contexte et le vif du sujet de notre atelier, même si on a notre idée, comme disait Ludovic, des retours un peu de nos clients sur le reporting ESG, je vous propose de répondre à la question qui est affichée donc, pour voir comment vous vivez votre reporting ESG. Donc je vous invite à scanner le QR code qui est juste là, donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit, rassurez-vous, juste scanner le QR code. Et comme ça, on va voir en live vos retours, d'autres retours que ceux de nos clients. Intéressant de voir un peu comment vous avez vécu le reporting. Sans grande surprise, hein, ce n'est pas une grande surprise, c'est un vrai casse-tête pour la plupart des entreprises. On l'a vu, nous, sur le terrain, concrètement, pour plusieurs raisons d'ailleurs, hein, que nous allons détailler au fil de l'eau de cette présentation. Alors, ça bouge encore, mais globalement, c'est un vrai casse-tête. On est tous d'accord que ce n'est pas évident, surtout que la réglementation continue d'évoluer et donc les exigences deviennent de plus en plus importantes. Donc, un reporting ESG rigoureux nécessite des moyens, des méthodes et des ressources. Merci. Alors, nous, sur le terrain, nos clients, c'est souvent pour qualifier leur reporting, ça prend du temps. Les données, on ne sait plus où elles sont, on ne sait plus qui reporte quoi, les data points ne sont pas clairement définis. Enfin, sur le terrain, concrètement, c'est un vrai challenge de faire un reporting ESG. Donc, ça reflète concrètement la réalité que nous, on a constatée chez nos clients. Alors, comment nous en sommes arrivés là, justement, avec un reporting complexe, difficile à piloter? Eh bien, c'est pas un hasard, en fait, c'est le résultat d'une évolution de 30 années, donc à savoir un contexte plutôt mondial qui a commencé dans les années 80, comme vous le savez, donc avec les COP, les engagements internationaux. Donc il y a une prise de conscience collective sur les enjeux environnementaux et sociaux, donc qui était de plus en plus fort, donc ce qui a poussé un peu les pays à bouger leur législation, à les faire évoluer, notamment en France, en Europe et aux États-Unis. Donc sur le plan international, le cadre est bien posé, mais le standard pour reporter les indicateurs ESG vient après, à savoir dans les années 2000, où on voit le premier standard arriver, celui du GRI aux États-Unis notamment, principalement pour les grandes entreprises. Donc à partir de là, les standards pour communiquer les informations ESG évoluent, d'autres apparaissent. Donc on communique ces informations ESG de différentes manières, de façon volontaire, souvent en fonction de ce que l'entreprise souhaite communiquer, souhaite reporter. C'est après, plus tard, que la première norme, on va dire beaucoup plus exigeante, a vu le jour en Europe, celle de la CSRD. Donc c'est la première norme européenne en matière de reporting ESG, et celle-ci, vraiment, on assiste à une montée en gamme en matière de reporting ESG, où on arrive pratiquement à un niveau similaire à celui du reporting financier. Donc la CSRD, elle arrive en 2023 en Europe, elle exige beaucoup de choses, elle exige de la stratégie, de la double matérialité, un périmètre élargi, des data points qualitatifs et quantitatifs importants. Donc le challenge pour les entreprises, malgré on va dire une certaine maturité en termes d'indicateurs ou de stratégie RSE, était bien important, donc ça a fait débat. C'est une directive, vous l'avez sûrement vu, donc beaucoup de débats autour de cette directive. C'est pour ça qu'avec l'omnibus, donc il va y avoir un allègement, mais malgré cet allègement, il faut quand même garder à l'esprit que c'est une directive qui exige un niveau de rigueur en matière de reporting ESG. Voilà, donc on voit une dynamique de standardisation et de structuration des reporting ESG de plus en plus important. Donc on arrive à un niveau du reporting financier, mais dans les années 80. Donc ça continue d'évoluer en termes d'exigence et de structuration pour pouvoir justement avoir une information ESG homogène.
Alors, justement, ce qu'a fait la CSRD, c'est qu'avec ce niveau d'exigence et ce niveau de rigueur, le reporting ESG avec la CSRD tend à converger avec le reporting financier. On est vraiment, pour le coup, dans un reporting intégré. Donc là, on parle, au-delà du rapport ESG, on parle vraiment de la performance globale des entreprises, puisque on a des indicateurs financiers qui sont intégrés à l'ESG et des informations ESG également qui sont communiquées avec le reporting financier. Alors, concrètement, cette slide, le but, c'est de vous montrer un petit peu comment les processus ils ont évolué en matière de reporting. C'est qu'avant la CSRD, on avait une stratégie RSE qui était propre à l'entreprise. Cette stratégie, elle pouvait partir d'une analyse de matérialité ou pas, en fonction des choix de l'entreprise. Et puis par la suite, des indicateurs qui sont principalement là pour répondre à la feuille de route RSE de l'entreprise et également à certains standards. Par exemple, pour certaines entreprises, typiquement, on prend des indicateurs du GRI, d'autres indicateurs de SASB, etc. Donc on utilise plusieurs référentiels et donc une information assez hétérogène. Et tout ça, toutes ces informations ESG quantitatives et qualitatives, on les collecte avec un fichier Excel le plus souvent. Donc on n'est pas forcément équipé d'un outil et donc la campagne de reporting est souvent compliquée, surtout si celle-ci n'est pas structurée. Donc un rapport de durabilité, la DPEF avant la CSRD, était aussi fastidieuse, mais en termes de qualité d'information et de rigueur, on n'était pas encore au rendez-vous. Ensuite vient la CSRD, elle fait bouger beaucoup de choses, elle fait évoluer les pratiques. Donc, il ne s'agit plus de mettre en place une stratégie en fonction de ce que l'entreprise a défini. Il s'agit de faire une double matérialité, d'identifier des indicateurs matériels, donc des indicateurs bien définis, structurés, etc. Donc, déjà, il y a un cadre qui est clairement défini, donc, même malgré la quantité d'informations qui est exigée, donc nécessite vraiment une mise en place d'un processus structuré, donc d'identifier des interlocuteurs, de mettre en place des contrôles, des validations, puisqu'avec la CSRD, l'audit est aussi très important. Donc voilà, donc on voit qu'avec la CSRD, les choses évoluent fortement, donc les pratiques et l'organisation au sein de l'entreprise est clairement modifiée, et c'est ce qu'on a vu chez pas mal de nos clients. Alors, sur le constat de terrain, comme vous le disait Ludovic et comme on le disait au début, c'est clairement quand on arrive, nous, chez nos clients, par rapport à leur reporting ESG, clairement, leurs données sont dispersées, elles sont très souvent hétérogènes. La collecte est souvent un peu manuelle, donc pas d'automatisation, pas de lien qui se fait entre les différents fichiers. Donc, ce qui rend un peu l'information ESG au-delà de la difficulté de la collecter, elle la rend en fait peu fiable. Et ce qui est rajouté en fait une couche supplémentaire, c'est le fait de ne pas mettre en place une gouvernance claire, justement, pour pouvoir chapeauter, on va dire, toute la partie reporting. Eh bien, avec la CSRD et les enjeux à surmonter, il s'agit surtout d'aligner une stratégie qui est conforme à la réglementation. Et pour cela, il faudrait structurer ces données pour que celles-ci soient fiables, il faudrait qu'elles soient traçables, il faudrait mettre en place surtout une gouvernance, et j'insiste sur ça parce que c'est aussi un frein important au niveau des entreprises, mettre en place une gouvernance claire des données ESG avec les contributeurs, les approbateurs, pour pouvoir justement gérer un workflow de validation pendant le reporting. Tout ça permettrait de faciliter l'audit qui est exigé par la CSRD. Alors, autre constat aussi qu'on a vu avec la CSRD, c'est que cette directive, donc au-delà des changements de pratiques, c'est vraiment des changements aussi au niveau organisationnel. Beaucoup d'entreprises, on a vu beaucoup de nos clients changer leur organisation, modifier leur processus. Ils ont utilisé d'autres outils, des outils plus collaboratifs, et en fait, c'est un décloisonnement. On a assisté un petit peu à un décloisonnement des différents
service. Et c'est ce qui a facilité beaucoup la partie collecte de données et qui a permis en fait d'avoir des données beaucoup plus fiables et beaucoup plus lisibles. En fait, fonctionner d'un point de vue décloisonnement, fonctionner de cette manière-là, c'est un peu l'avenir qui est attendu chez les entreprises, puisque ça permet d'anticiper tous les risques et d'être aligné sur la stratégie de l'entreprise. Et donc, je passe la parole à Stanislas, qui va enchaîner avec la deuxième question. Merci Shafia. Donc on vous l'a dit, on souhaite que cette session soit le plus interactive possible, qu'elle soit surtout ancrée dans votre réalité. Donc on vous demande de nouveau avec votre téléphone de répondre à cette petite question qui va nous servir d'introduction pour le reste de la présentation. Vous l'avez compris, le reporting ESG sera, vous l'avez vécu, vous le vivez peut-être en ce moment, un reporting complexe. Pour simplifier cette complexité, on essaie de s'équiper et de s'outiller. Donc on se demande aujourd'hui quels sont les outils que vous utilisez pour vos reporting, quels sont ceux que vous envisagez d'utiliser aussi. Donc n'hésitez pas à scanner ce petit QR code pour nous donner votre avis. Je vous laisse découvrir en direct les résultats. Je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, même s'il y a de la complexité. Et ben voilà, vous voyez que des bons vieux Excel et Word sont quand même toujours les principaux outils qui sont utilisés. Parce qu'il y a d'historique, parce qu'on sait les utiliser, parce que ça a toujours été fait comme ça. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être d'autres solutions pour le faire, il y a d'autres possibilités finalement de répondre à ce niveau d'exigence de manière opérationnelle et en étant efficace. Et ce qu'on propose maintenant, c'est une grille de lecture justement sur ces différentes options pour vous permettre peut-être de vous aider dans votre réflexion sur le choix d'un outil. Donc on va pouvoir passer à l'étape d'après. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de s'appuyer sur finalement notre historique du pilotage de la performance depuis 15 ans, financier initialement, extra-financier depuis quelques années maintenant, pour vous présenter une typologie des outils, des plateformes qu'on peut utiliser pour répondre à ces enjeux que Shafia a très bien identifiés. On a donc essayé de grouper ces outils en 3 grandes familles. D'abord, des outils, plateformes, solutions, appelez-les comme vous voulez, dédiés, donc qui répondent à un besoin fonctionnel très identifié, comme la production d'un rapport. Niveau d'en dessous, vous avez une approche intégrée, on rentrera dans le détail un petit peu plus, mais qui finalement va au-delà de l'approche dédiée, qui peut regrouper d'ailleurs des différentes solutions dédiées. Et puis ensuite, une approche unifiée, qui là, pour le coup, est finalement la solution la plus complète que vous pourriez imaginer mettre dans une organisation. Vous verrez, ce qui va ressortir de nos discussions, c'est qu'il y a sûrement des choix différents en fonction de chaque organisation. Mais l'idée maintenant, c'est de pouvoir rentrer un petit peu plus dans le fond du sujet et de vous proposer notre grille de lecture de chacune de ces solutions pour voir si elle correspond à votre situation, à vos besoins. On va commencer par les solutions de reporting dédiées. Et pour ça, je vais laisser la parole à Vénitia, qui va maintenant vous exposer notre vision des choses. Super. Alors en effet, la première approche dont on va vous parler est celle du reporting dédié. Et comme vous le voyez ici, on est donc qui a donc pour périmètre finalement la collecte de données ESG et la production du rapport de durabilité. On a juste ici quelques principes clés. Donc ce sont des outils qui sont pensés, qui sont conçus pour les opérationnels, et donc on aura les différents référentiels présents nativement dans ces solutions. Quand on parle de référentiel, on parle bien sûr de la CSRD, de la VSME, GRI entre autres. Et donc ça va vraiment aider vos équipes à structurer votre reporting ESG, à vous aligner à ces référentiels. On va pouvoir paramétrer l'outil dédié à une granularité fine, et donc ça va parfaitement convenir à des organisations multi-sites, multi-activités. Et donc on adoptera une collecte, enfin une approche que l'on qualifiera d'ascendante, c'est-à-dire de la collecte de données jusqu'au rapport de durabilité. Et puis donc, comme pour les autres approches, mais il reste important de le noter, l'outil dédié, il garantit transparence des données, et donc on en parlera juste après.
Parfait. Alors, donc on a choisi pour chacune des approches d'ailleurs d'adopter cette structure donc de force, de limite, de risque et d'opportunité. Alors pour ce qui est des forces, je disais à l'instant, les outils dédiés sont conçus, sont pensés pour les opérationnels et traitent donc des différents domaines de l'ESG. Et donc vos équipes vont vraiment pouvoir garder la main sur la collecte, vont pouvoir traiter, utiliser la donnée comme bon leur semble et finalement orienter leurs actions en fonction. Et donc ça fait de la collecte un véritable levier stratégique. On va pouvoir justement paramétrer la collecte à une granularité fine. Et donc ça va fiabiliser votre reporting et le rendre particulièrement pertinent puisqu'il va donc refléter le contexte de votre organisation. Pour ce qui est des utilisateurs, l'outil dédié, via les référentiels, propose des guides utilisateurs pour chacun des points de données de la norme. Et donc ça va aider vos équipes, encore une fois, à se structurer, à s'aligner à ces référentiels. Et donc à noter que ces référentiels sont mis à jour en fonction des évolutions réglementaires, on est en plein dedans, et mis à jour par l'éditeur. Qui dit collecte fine, dit consolidation des données, et là encore, le reporting dédié répond à ce besoin, puisqu'il va nativement, automatiquement, consolider les données au niveau du groupe. Et donc, on va finalement réduire le nombre de tâches redondantes, et donc réduire drastiquement le risque d'erreur en conséquence. Et en termes donc, de transparence, je le disais, l'outil dédié va nous permettre de pouvoir tracer la donnée, de pouvoir garantir son origine. On a donc toutes les données, toute la collecte qui est donc historisée, et notamment via une fonctionnalité qui est celle donc de pouvoir venir ajouter des pièces jointes à chacun des indicateurs. Et ça va grandement vous aider pour la fameuse étape de l'audit. Pour ce qui est des limites, alors l'outil de reporting dédié, on l'a vu, traite évidemment des différents domaines ESG. Sa principale limite reste donc sa couverture fonctionnelle. En deuxième limite, voilà, le déploiement d'un outil dédié nécessite un travail de cadrage, de formation des équipes. Et donc cet investissement en compétences, en temps, peut représenter un frein pour certaines organisations qui seraient moins matures sur le sujet. Et en fait, plus particulièrement au moment de la transition du fameux Excel jusqu'à ce premier outil dédié. Pour ce qui est des risques, certains outils dédiés peuvent rencontrer des difficultés à s'interfacer avec vos systèmes d'information qui sont présents au sein de vos organisations ou celles de vos entités. Mais là, c'est un risque qui est totalement gérable, puisqu'il s'agit là donc de prévoir des délais supplémentaires pour justement pouvoir pallier à ces retards potentiels. Un deuxième risque est celui de la complexité de coordination. On fait face à des équipes qui travaillent, enfin un bon nombre d'équipes qui doivent maintenant travailler ensemble. On fait face à une norme qui est exigeante et des indicateurs dont la définition peut parfois être un petit peu discutable. Donc voilà, le risque ici, c'est donc d'avoir des équipes finalement ou des sites qui interprètent les indicateurs de manière différente. Et donc ça nuirait bien évidemment à l'homogénéité globale de votre reporting. Et donc là, comme Shafial disait, l'importance d'une gouvernance forte, d'identifier les bons interlocuteurs, un suivi méthodique, parfois des ressources, enfin même souvent des ressources supplémentaires, justement pour pouvoir pallier à cette complexité de coordination. L'efficacité de l'outil de reporting dédié dépend souvent de une ou quelques personnes expertes qui maîtrisent que ce soit le fonctionnement de l'outil, la méthodologie et les différents processus. Et donc son absence, enfin son ou leur absence peut fragiliser un petit peu le processus. Pour ce qui est des opportunités, vous l'avez compris, la grande force de l'outil dédié, c'est donc de pouvoir amener une structure, un alignement via les référentiels qui sont nativement présents dans la solution. Mais la grande opportunité également derrière, c'est que l'on va pouvoir venir ajouter des indicateurs qui vont être propres à votre industrie,
Et donc, on va pouvoir finalement enrichir votre collecte de données et faire en sorte qu'elles répondent non seulement à une norme auxquelles vous êtes soumis ou pas nécessairement, d'ailleurs, ça peut être de manière volontaire, mais aussi de pouvoir justement enrichir cette collecte de données et répondre plus globalement aux agences de notation ESG, entre autres, et puis plus globalement aux standards de marché. On a noté une autre opportunité, et donc ça, voilà, on le voit, enfin, et juste pardon, pour illustrer le point de juste avant, ça on le voit vraiment chez nos clients, où l'outil dédié permet quand même de construire un rapport de durabilité qui vient refléter l'identité de l'organisation. Donc oui, deuxième point, en effet, voilà, le fait de pouvoir, d'avoir un outil qui est donc opérationnel, qui cible vos équipes, on vient favoriser leur engagement, leur responsabilité quant aux enjeux ESG, et donc ces enjeux s'ancrent plus facilement dans la culture d'entreprise. Et donc, on a vraiment, encore une fois, ça on le voit sur le terrain, une communication tant externe via le reporting qu'interne qui est favorisée. Et donc, en effet, pouvoir donner à ces équipes cette nouvelle grille de lecture qui vient mettre en lumière les enjeux de durabilité, de risques et d'opportunités, comme Shafia le disait, on va finalement favoriser leur adaptabilité. On est dans un contexte qui est fragile, en tout cas mouvant, et donc favoriser finalement l'adaptabilité de nos équipes va être clé via une information qui est facile d'accès, qui est centralisée au sein de cet outil. Parfait. Donc, on a juste ici quelques exemples de solutions dédiées. Donc, on a Sweep, Tenaxia, Zei, des outils que vous connaissez sans doute. Mais je garderai le meilleur pour la fin, l'outil ESGO, qui a été conçu donc, par notre maison mère Avalé et qui est donc largement déployé, notamment sur le marché italien et espagnol également. Donc, voilà pour l'approche du reporting dédié. Je repasse la parole à Stanislas. Merci, Vénitia. Donc ça, c'était la présentation des solutions dédiées, hein, vous l'aurez compris, qui sont vraiment spécifiques à une problématique. On va s'attaquer maintenant au niveau supérieur qu'on a identifié, qui sont les plateformes de reporting intégrées. Donc on va vous en dire un petit peu plus. Vous voyez ce petit schéma qui représente finalement quelle est la couverture fonctionnelle de ces plateformes. Mais je pense que l'intérêt, c'est de rentrer directement dans les grandes lignes et les principaux points de ces plateformes. On en a listé 4. Je vous laisse prendre des photos sur celle d'après aussi tout à l'heure. Mais pour commencer, je voulais juste recadrer un petit peu de quoi on parle. Quand on parle de reporting intégré, finalement, on parle de plusieurs choses. On parle d'une plateforme, donc pas une solution dédiée, mais une plateforme sur laquelle vous pouvez faire intervenir un nombre d'acteurs important. Donc c'est aussi l'intégration des équipes. Vous pouvez, dans cette plateforme, faire du reporting financier et extra-financier. Donc c'est vraiment de l'intégration et de la convergence de ces deux types de reporting. Et puis faire du reporting de bout en bout. Et c'est ça aussi l'intégration, c'est qu'avec une plateforme en particulier, vous êtes capable de suivre un process de reporting depuis la collecte jusqu'à la production du rapport final sur une seule solution. 4 grands principes clés qui sous-tendent ces plateformes. D'abord, la centralisation des données. On en parlait tout à l'heure, Shafia nous en parlait, la disparité des données, l'hétérogénéité rend complexe le reporting. Ces plateformes vous permettent d'avoir finalement un repository de données que vous pourrez exploiter, qui permettra non seulement d'assurer leur cohérence au sein de tous vos reportings, mais aussi d'assurer leur auditabilité. Ça veut dire que vous savez d'où viennent ces données, comment elles ont été collectées. Vous pouvez documenter ces process aussi, puisque vous le savez, dans le process de reporting ESG, ce n'est pas seulement de la collecte et de la production des rapports, mais c'est aussi la nécessité d'être capable de fournir une preuve d'audit à des parties tierces pour confirmer, comme on l'a fait pour le reporting financier pendant des années et qu'on le fait encore aujourd'hui, la production et la fiabilité des données. Les autres éléments, la collaboration en temps réel. Quand vous avez une plateforme qui vous permet de travailler de bout en bout et de faire travailler plusieurs équipes en même temps, ces équipes ont l'habitude de travailler ensemble sur une version unique qui, encore une fois, fiabilise la donnée. Ces 3 piliers, finalement, ça vous permettent d'automatiser ces rapports puisque vous avez une base de travail saine, une version unique d'un document que vous pouvez réutiliser d'une année sur l'autre, qui est bien évidemment historisée.
Et on sait que ces principes de reporting, finalement, sont constants dans la durée. Donc, vous pouvez vous appuyer sur l'année N-1 ou N-2 pour faire votre reporting de l'année N. Voilà les principaux clés de cette solution de reporting interné. Si on rentre un petit peu plus dans le détail dans notre analyse force, faiblesse, risque, opportunité, de la même manière, je vous laisse prendre tout ça en photo pour que vous gardiez un souvenir ou venir nous voir d'ailleurs sur le stand. On est là aujourd'hui et demain, donc on pourra discuter de tout ça en détail. Mais je dirais, les forces principales, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment les 4 piliers, c'est un process de bout en bout. Vous êtes capable finalement de la collecte jusqu'à la production et jusqu'à l'audit d'effectuer toutes ces tâches dans une seule et même plateforme. Ça s'entend bien évidemment, sous-entend bien évidemment une gouvernance des données. Chacun est responsable de ces données. Vous identifiez les personnes responsables à travers des workflows. Vous pouvez évidemment superviser la collecte et s'assurer que tout ça est fait en temps et en heure, puisque un des enjeux, c'est pas seulement de produire un rapport, c'est aussi de répondre à des obligations de calendrier. Tout ça est aidé par la standardisation. Dans les limites, assez naturellement, vous l'aurez compris, quand vous faites travailler beaucoup d'équipes ensemble qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur une même plateforme ou un même outil, vous avez un peu de conduite du changement à faire. Il est nécessaire d'expliquer aux gens, de les former, de les accompagner dans ces process. Mais finalement, le gain de productivité dont on parlera en dernier aide beaucoup à cette conduite du changement. Ça peut aussi être plus complexe à mettre en œuvre. Il faut alimenter, bien évidemment, depuis des solutions dédiées, pourquoi pas, ces plateformes de reporting. Donc on a besoin de travailler non seulement avec des équipes fonctionnelles, mais potentiellement aussi avec des équipes peut-être IT pour organiser ces flux de données. Et puis le dernier point, assez naturellement, le coût est un petit peu plus élevé, la couverture fonctionnelle plus étendue. Donc l'importance de ces projets, c'est de bien s'assurer qu'on est capable de travailler très en amont, un retour sur investissement, puisque le nerf de la guerre, c'est toujours de pouvoir vendre un projet. On le sait, on est en phase budgétaire en ce moment à son management. Les risques de ces éléments, le principal pour nous, c'est la sous-exploitation. Si vous dimensionnez mal un projet dès le départ, si vous achetez une Ferrari pour aller tous les matins acheter une baguette au coin de la rue, vous allez dire que ça fait cher la baguette, finalement. Si, au contraire, vous vous rendez compte que vous avez bien posé les bases de votre reporting, financier, extra-financier, pris en compte les besoins, les challenges des différentes équipes, assez naturellement, ce risque de sous-exploitation va disparaître et vous pourrez tirer le maximum de cette plateforme. De la même manière, on parlait de centralisation des données. Un des risques, c'est la fiabilité de ces données. Il faut pouvoir s'assurer que vous avez des process de collecte qui sont robustes, des process d'alimentation de ces plateformes qui sont robustes et qui peuvent s'appuyer sur des workflows, sur de la connectivité, sur des process qui existent pour s'assurer que la donnée que vous allez diffuser dans vos rapports soit réellement celle que vous souhaitez diffuser. Donc voilà, force, faiblesse, quelques risques. Les opportunités de ces plateformes, finalement, c'est de répondre, je dirais, de manière très synthétique, ces 4 points, à la question que tout le monde vous pose aujourd'hui dans vos organisations. Comment est-ce qu'on fait mieux, plus vite, potentiellement avec moins de ressources ou au mieux avec les mêmes ressources. Tout ça se traduit par l'innovation organisationnelle, donc faire travailler des équipes qui aujourd'hui travaillent en silo, ce n'est pas forcément l'habitude, mais finalement ça libère quand même beaucoup la parole, les flux de données, et ça permet de produire aussi des reportings de manière plus globale. La rétention des talents, à ne pas négliger. Je pense qu'ici, dans cette salle, personne n'a signé un jour son contrat de travail en disant qu'il allait faire des copier-coller depuis Excel vers Word. Utiliser une plateforme un petit peu plus moderne avec une interface plus agréable, c'est aussi une plus-value pour la rétention des talents. La meilleure finalement recrue, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire, c'est celle qui est de l'interne et qu'on a retenue et qu'on empêche de partir. La communication, on en a parlé. L'avantage concurrentiel, bien évidemment, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. On vous demande, je l'ai dit, de produire plus vite, d'être plus rapide que les camarades, que les pairs. Et pour ça, soit vous faites travailler plus de monde sur Word et Excel pendant des journées et des nuits et des week-ends, soit vous avez une plateforme qui vous permet justement de fluidifier ces relations et cette communication. Donc voilà un petit peu le panorama de ces solutions de reporting intégrées. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin ou envie d'aborder certains sujets en particulier, quelle que soit la solution d'ailleurs, de venir nous voir. Sur la slide d'après, on vous présente les principales solutions de reporting intégrées.
Workiva, Anaplan, SAP sont des noms que vous connaissez peut-être déjà. Certains sont présents sur ProDurable ici. Je pense à Workiva, je pense à SAP. N'hésitez pas aussi à aller les voir avant ou après être venus nous voir. Je pense que ce sera intéressant pour vous d'avoir leur vision. Donc voilà. Sachez qu'il y a un monde, outre Excel et Word, qui peut arriver en complément des solutions de reporting dédiées. Et puis, un petit peu après, Ludovic, maintenant, va vous parler de la troisième typologie de solutions qu'on a vues, les solutions de reporting unifiées. Alors, dans cette troisième catégorie, l'idée, c'est de couvrir, en fait, dans une même plateforme, plusieurs sujets différents. Donc, dans ce schéma, ici, vous avez en bas la partie transactionnelle avec les ERP. Donc là, nous, ce qu'on couvre, c'est la partie qui est au-dessus des ERP, avec donc l'ESG, mais aussi d'autres indicateurs, du FP&A, du management reporting, de la consolidation. Donc, on est beaucoup plus large que simplement l'ESG. Et donc, on est sur des outils EPM pour Enterprise Performance Management et qui peuvent également couvrir, pour certains, la partie vraiment du rapport financier, le rapport d'enregistrement universel. Alors, si on s'intéresse aux grands principes clés en fait, de ces solutions de reporting unifiées, le premier, évidemment, c'est d'avoir une plateforme unique intégrée pour les données financières et les données ESG, de les rassembler en un même endroit et donc d'avoir ce qu'on appelle une version unique de la vérité. On sait où est-ce qu'il faut aller chercher l'information. On sait qu'elle a été vérifiée et on sait que c'est la bonne. Elle est dans la bonne mesure, elle a été validée par une gouvernance, etc. Deuxième point, qui sont un peu liés au premier, c'est d'avoir un référentiel commun et partagé et un reporting très structuré. Donc on a tous les indicateurs sont définis dans l'application et on a un référentiel qui peut ensuite évoluer, mais qui est commun pour l'ensemble. Donc on peut rajouter des indicateurs, mais à chaque fois en cohérence avec le reste de l'application. Ce type d'application est en général une application en mode cloud, donc qui est assez facilement déployable de manière internationale et donc il peut gérer des gros volumes de données et avec des bons temps de réponse. Donc ça facilite vraiment le fait d'inclure de très nombreux utilisateurs, différents sites au sein de l'application. Et par contre, on peut personnaliser la partie point d'entrée, donc il peut être différent pour l'ESG et pour la finance, et particulariser aussi le workflow. La logique de validation peut être différente entre la partie financière et la partie ESG. Autre atout de ce type de plateforme, c'est son intégration dans le système d'information du groupe. En général, les plateformes EPM disposent soit de connecteurs, soit d'API, soit d'interfaces faciles avec d'autres outils, donc, comme les outils transactionnels. Et donc, on peut récupérer des informations d'autres systèmes, que ce soit des systèmes RH ou des systèmes qualité, des systèmes environnementaux, et ensuite les intégrer dans la plateforme. Deuxième série en fait de principes, c'est tout ce qui est lié finalement aux avantages, aux caractéristiques de la plateforme EPM. Donc dans la finance, depuis longtemps, c'est très important de pouvoir auditer et tracer l'information. Donc il y a des auditeurs aussi qui vérifient et qui ont besoin d'avoir accès à cette information pour pouvoir s'assurer finalement de son cheminement. Donc on bénéficie de ces fonctionnalités aussi pour les indicateurs ESG. Auditabilité, traçabilité, on sait chaque fois que quelqu'un a fait dans la plateforme une action, elle est tracée, on sait par qui, à quelle heure, etc. Autre élément, tout ce qui est calcul et traitement. En finance, on a quand même pas mal de calculs à faire, des KPI à calculer, etc. Et donc, on bénéficie finalement de tous ces calculs et traitements pour les appliquer aussi aux données ESG. Donc, souvent, les calculs peuvent être moins compliqués, mais parfois, ils le sont. Il faut pouvoir passer d'un type de mesure à une autre, par exemple, suivant les pays. Il faut calculer des moyennes à différents
différents niveaux de l'organisation, etc. Donc là, on peut vraiment bénéficier de toutes ces fonctionnalités de calcul. Point très important aussi, tout ce qui est prévision et simulation. On ne se limite pas donc à un reporting statique. Dans ce type de plateforme, on peut vraiment intégrer des objectifs, des plans d'action et donc pouvoir les mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on fait de manière habituelle en finance. Et on peut aussi l'appliquer dans ce cas-là à l'ESG. Et puis, dernier point, on bénéficie donc finalement d'une base de données qui nous donne accès à plein d'informations à la fois financières et ESG. Et donc, on peut construire ensuite les rapports en s'appuyant sur toutes ces données dans une base multidimensionnelle et donc pouvoir en faire un peu tous les... Enfin, on a finalement un certain nombre de KPI à produire qui peuvent mixer des données financières, des données ESG, comme par exemple le reporting de la taxonomie verte. Et on a vraiment toutes les informations disponibles dans l'application pour faire ce type de calcul. Alors si je fais rapidement une analyse donc en force, risque, limite, opportunité, au niveau des forces, évidemment, on a le fait de disposer d'une information unique et vérifiée et une information cohérente entre la finance et l'ESG. Il y a des gains de productivité, puisque effectivement on déploie une seule plateforme et on s'appuie dessus pour les deux types de reporting. Ça permet de capitaliser sur cette solution. Et on peut mettre en place une gouvernance structurée, et donc bien savoir les validations qu'on veut faire sur les données, et puis avoir leur traçabilité aussi. En termes de limites, donc on est sur des plateformes plus larges, donc qui prennent en compte plus de besoins. Donc forcément, on est sur des projets plus importants, qui durent plus longtemps. La mise en place d'un outil EPM dans un grand groupe, c'est souvent 2-3 ans de projet. Donc on est sur des mises en place plus longues. On peut avoir des limites aussi liées à la flexibilité, puisque là, on répond à plusieurs besoins. Donc, on a parfois des contraintes liées à un usage qui peuvent s'appliquer sur un autre. Et on peut avoir aussi des points liés à la conduite du changement. C'est des applications plus lourdes, donc il faut aussi conduire le changement et former les utilisateurs de manière plus importante. Et puis, donc, lié à la taille et la complexité, évidemment, il y a aussi le coût. En termes de risque, on peut avoir celui de l'appropriation du système par les équipes ESG. Donc, on est sur une solution qui répond à plusieurs usages. On n'a pas une solution qui est dédiée pour l'ESG. Donc, voilà, parfois, ça peut être un peu plus difficile d'embarquer les équipes ESG dans le projet. On a le point des mises à jour réglementaires. Donc, comme on s'appuie sur des référentiels donc comme la CSRD ou comme le GRI, donc qui sont aussi mouvants et évolutifs, il faut s'assurer que l'application est mise à jour régulièrement par rapport à ces référentiels. Dans les solutions dédiées, c'est souvent des fonctionnalités qui sont intégrées par l'éditeur. Dans des applications EPM, il faut s'assurer qu'on peut bien le faire et qu'il y a soit un cabinet qui s'en occupe, soit l'éditeur qui permet de faire ces mises à jour. On peut avoir des contraintes d'organisation et d'exploitation liées au fait d'avoir un projet plus gros et plus complexe, et on dépend plus, on est sur des plus gros outils, une dépendance plus forte aussi vis-à-vis de la DSI. En termes d'opportunités, évidemment, le principal, c'est le pilotage intégré de la finance et de l'ESG dans le cadre d'une stratégie commune, et qui va avec ça aussi la possibilité de créer une culture commune entre la finance et l'ESG. Donc ça, c'est vraiment des atouts importants. Il faut réussir à le mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on le présente en opportunité et pas en force, mais ça peut être un vrai atout. On a aussi, grâce à ce type d'outils, la possibilité d'améliorer la gouvernance et la sécurité. Et je parlais des objectifs et plans d'action, évidemment, c'est très important. On voit, nous, dans les cahiers des charges qu'on reçoit, souvent des groupes qui demandent en fait à intégrer à la fois leur plan à long terme financier et leur plan climat, leur budget CO2, etc. Donc ils mixent vraiment des objectifs en fait environnementaux et des objectifs financiers, et l'idée c'est de pouvoir le faire au sein d'un même plan en fait, avec les mêmes finalement des informations communes.
Et donc tout ça, au final, si on l'applique, peut constituer un avantage concurrentiel important. Voilà. Si je présente un peu donc, quelques exemples de solutions de reporting unifiées, donc là on est plutôt sur des solutions de groupes assez importants, mais qui peuvent descendre quand même aussi à des tailles de groupes moyens. Donc on a comme solution Tagetic, on a la solution OneStream, la solution Pigment ou SAP. Voilà, pour quelques exemples que nous on met en œuvre et sur lesquels on a ce type de reporting commun qui peuvent être mis en place. Et voilà, donc on a résumé ici un peu toutes les solutions dont on vous a parlé, catégorisées donc par typologie de solutions. Oui, on peut envoyer aussi la présentation pour ceux qui le demandent. Comme ça, vous pouvez supprimer toutes vos photos. Voilà, donc en bref, donc comme le dit si bien le scribe Otis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution en fait, tout dépend un peu des circonstances, tout dépend aussi des besoins de chacun. Et donc nous, on serait très heureux de pouvoir discuter avec ceux qui se posent des questions sur les typologies de solutions. Et donc vous pouvez nous retrouver à notre stand de ReportWise tout à l'heure. Donc on va prendre des questions. Si vous avez des questions que vous avez notées, on va essayer d'y répondre. Ouais. Merci. Bonjour, vous avez parlé de coûts sur ces solutions. Vous avez un ordre de grandeur par type de solution, en termes de coûts que ça représente ? Alors, c'est un peu compliqué, mais disons que sur alors je vais parler plutôt projet, parce que nous, on s'intéresse plus à la partie projet qu'au coût de licence de la solution. Mais ce que je dirais, c'est que sur les gros projets EPM dans les grands groupes, on est sur des projets à plusieurs millions d'euros. Quand on est sur des solutions intégrées de type disclosure management, c'est plutôt 100 000, 200 000, enfin on est plutôt en centaines de milliers d'euros. Sur des solutions dédiées, ça peut être moins que ça. Ça peut être plutôt quelques dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, des niveaux de coûts assez différents. Bien évidemment, le coût de ces solutions dépend aussi de la couverture. Merci. Dépend aussi de la couverture fonctionnelle que vous souhaitez. Mais voilà, vous avez un ordre de grandeur et puis ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est à la fois le côté éditeur, licence et puis intégration. C'est vraiment toujours ces deux aspects. D'autres questions peut-être ? Non. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier beaucoup pour votre présence. Vous rappelez qu'on est présent au stand 373, donc n'hésitez pas à venir vous voir si vous voulez. Contactez-nous via le QR code aussi au besoin si vous avez d'autres questions. Et si vous souhaitez qu'on vous envoie la présentation, pareil, venez nous voir et prévenez-nous. Et bon produit durable.